Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver ses premiers clients en freelance. Parce que peut-être que tu te lances et tu te dis, bon, comment je fais maintenant pour signer des contrats, pour rentrer de l'argent dans les caisses. Et c'est ce qu'on va voir. Alors bien entendu, on ne pourra pas voir la totalité, mais déjà une petite partie qui pourra t'aider à ce niveau-là. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as en description ma masterclass gratuite qui te permet de voir les étapes à mettre en place pour doubler, tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires en tant que freelance. Donc on est parti de suite. On commence par la création d'un message clair plus d'une offre irrésistible. Alors là, ça va être plusieurs points, et notamment des questions qu'il va falloir que tu te poses concernant ton activité de freelance afin que tu puisses réellement la différencier d'autres activités qu'on peut retrouver sur le secteur, notamment au niveau de tes concurrents. Le premier élément juste ici, c'est à qui s'adresse ton service. Est-ce que tu t'adresses à des particuliers, à des professionnels? Mais si c'est des professionnels, est-ce que c'est des micro-entrepreneurs? Est-ce que c'est des petites TPE, c'est des PME? Est-ce que c'est des multinationales? Donc déjà, ta cible. Il faut que tu saches concrètement qui est ta cible en priorité afin de pouvoir déjà, au niveau de ton offre, l'orienter d'une certaine manière. Deuxième élément juste ici, quel problème règles-tu? Bien entendu, si on est payé en tant que freelance, c'est pour régler un problème. On n'est pas payé parce qu'on est freelance, on est payé parce qu'on apporte des solutions et on résout des problèmes, que ce soit pour des particuliers, des TPE, des PME, des multinationales, peu importe. Soit si on est développeur, la création d'une application, d'un site web, d'un outil pour une entreprise en interne. Si on est monteur vidéo, c'est le montage de vidéos afin de pouvoir gagner du temps. Au-delà de ça, améliorer la qualité des rendus, donc aussi améliorer le temps de visionnage, la visibilité, la notoriété. Donc il faut vraiment que tu te soucies du problème que tu règles concrètement. Tu le sais très certainement aujourd'hui, mais vraiment, si tu n'es pas sûr de ce que tu règles aujourd'hui comme problème, pose-toi vraiment cette question. À qui tu t'adresses? Quel problème règles-tu aujourd'hui en tant que freelance? Troisième élément, en quoi ton service est différent de tes concurrents? Donc ça aussi, ça va être important finalement de trouver des éléments de différenciation que tu vas pouvoir apporter. Parce que lorsque tu vas vouloir prospecter, on verra un petit peu après, il va falloir que finalement tu aies des éléments de différenciation par rapport aux autres. Si tu proposes exactement la même chose, pourquoi travailler avec toi plutôt qu'un autre? Surtout que peut-être qu'un autre sera moins cher et proposera la même chose que toi. Donc ça, c'est fondamental, trouver des éléments de différenciation qu'on peut utiliser. Je vais t'en partager un là, qui est disponible, mais tu en as plein d'autres que tu peux utiliser en fonction de l'activité que tu as, copywriter, graphiste, monteur, développeur, ghostwriter, peu importe. Quatrième élément, juste ici, quel est ton tarif? Et plus spécifiquement, quels sont tes tarifs en fonction de tes prestations? Parce que bien entendu, tu as pas un tarif en général, unique, directement. Alors tu peux travailler au TJM, c'est-à-dire avoir un tarif journalier. Donc une journée de travail, c'est tant. Notamment, ça se fait très bien quand on est développeur, mais c'est vrai que sur d'autres activités, c'est beaucoup moins utilisé. Donc si tu es développeur, pourquoi pas? La majorité des entreprises aiment bien travailler de cette manière, mais sur beaucoup d'autres activités, ça va plus être un tarif sur une prestation ou sur les prestations réalisées pour un client. Donc là, c'est à toi de définir une grille tarifaire. Tiens, si je fais ça, ça coûte à peu près tant. Si je fais ça, ça coûte à peu près tant. Et comment on définit notamment nos tarifs? Moi, je t'invite à utiliser le seuil de rentabilité. Donc finalement, c'est de faire le point sur combien te coûte ta vie chaque mois. Loyer, alimentation, sortie, voyage, si tu comprends moins les voyages dedans, etc., etc. De faire une moyenne, imaginons ta vie te coûte 2 000 € tous les mois pour vivre confortablement, payer cotisation, URSSAF, etc. À partir de là, tu as ton seuil de rentabilité. Donc ce seuil de rentabilité, tu vas pouvoir te dire, bon tiens, il faut que je fasse combien de chiffre d'affaires pour arriver à ce seuil. Et imaginons, je travaille 10 jours par mois, au niveau de mes journées, il faut que je gagne combien dans la journée. Donc ça, c'est ton seuil minimum. Et il faudra l'appliquer à tes services afin de faire en sorte de ne pas descendre en dessous de ce seuil, puisque sinon, en réalité, tu travailles à perte sur ce point précis. Cinquième élément juste ici, as-tu des preuves que tu peux obtenir des résultats? Donc, tu as peut-être déjà travaillé pour d'autres clients. Et si c'est le cas, ça c'est très intéressant. Si c'est des projets où ça s'est bien passé, tu as aussi finalement des projets que tu as réalisés et que tu pourrais partager. Donc ça, c'est un argument de taille. C'est-à-dire, un client, il va distinguer aussi plusieurs freelances et dire, c'est vrai, lui, il a réalisé ça, elle a fait ça. Ah ouais, ça c'est pas mal quand même, ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Donc, toutes tes réalisations ont une réelle valeur. Donc, vraiment ça, il faut toujours les garder, les mettre en avant sur ce point précis. Sixième élément, as-tu une garantie? Alors ça, tu vois, c'est quelque chose qui se fait pas trop par la majorité des francs. Moi, je l'ai fait beaucoup au début, je le fais moins maintenant parce que j'en ai moins besoin, mais au début, j'appliquais une garantie sur certains de mes services. Alors, c'était pas une garantie satisfait remboursé en mode le mec achète, il est pas content, il se fait rembourser. Non, c'est pas ça. L'objectif ici, as-tu une garantie? C'est de faire en sorte, notamment, tu vois, des retours
qui peuvent être gratuits. En fait, ça a une valeur parce que, il y a plein de freelances, ils proposent un service, il y a pas de retour, il y a pas forcément trop d'ajustements. Donc en fait, le proposer à l'intérieur de notre tarif et finalement l'indiquer comme si c'était une garantie. C'est-à-dire, bah, moi je propose telle chose et au-delà de ça, il y a aussi une garantie, satisfait ou sinon, rectifié, afin que toujours au final vous ayez le meilleur rendu. Alors ça peut arriver de tomber sur des clients chiants, mais franchement c'est, moi je l'ai vu, 2-3 des clients, la majorité ne profitent pas tant que ça des garanties et sont juste, honnêtes. Après tu as des clients, voilà, qui vont être chiants, sur la partie garantie, mais c'est un élément, tu vois, de différenciation qu'on peut utiliser dans une activité de freelance. 7e élément, analyse tes concurrents. C'est aussi une bonne solution. C'est regarder qu'est-ce que font les concurrents, soit sur les différents, réseaux sociaux, que ce soit sur les différentes, plateformes de freelance, comment ils mettent en avant leur profil et cetera. Donc ça, c'est une très bonne chose et s'inspirer de ce qui se font. Encore une fois, faut de ce qui se fait, c'est-à-dire, le but, c'est pas de réinventer, la roue. Non, il y a des choses qui marchent, il faut faire ce qui marche. Voilà, il y a pas besoin de se casser la tête. Essayer de réinventer la roue, c'est le meilleur moyen de se planter et donc il vaut mieux se dire: «OK, ça fonctionne, ça fonctionne, je vais faire ça, un point, c'est tout». Maintenant, on va parler de la prospection vs le contenu. Alors, commençons par le contenu. Donc le contenu, c'est tout ce qui est LinkedIn, Instagram et qui est de réaliser du contenu, notamment, bah, des posts, et cetera. Donc ça, c'est vraiment du long terme. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des résultats maintenant étant donné que tu es lié à des algorithmes, donc il faut avoir un profil où on poste pas mal pour commencer à être recommandé et être visible, notamment sur LinkedIn. Sur Instagram, c'est aussi un peu plus le cas. Après LinkedIn, si on n'est pas sur des métiers entre guillemets «créatifs», ça sera beaucoup plus intéressant. Instagram, c'est plus si on est sur du créatif, du monteur vidéo, du graphiste, du designer, où là, ça peut être, plus intéressant que LinkedIn. Mais du coup, c'est beaucoup plus long terme parce qu'il faut créer un compte. Ensuite, il faut bien brander son compte, mais ça peut être, vraiment très pertinent. Ensuite, deuxième élément, c'est la prospection. Donc là, c'est plus du court terme. Donc on va avoir 2 types de prospection qu'on va définir ici dans où et comment prospecter. Mais c'est quelque chose qui, est aujourd'hui, bah, hyper intéressant, c'est de prospecter et c'est fondamental. C'est que pour trouver des clients, 2 stratégies, hein, soit on prospecte, soit on crée du contenu, soit on fait les 2. Et ensuite sur la prospection, là, il y a plusieurs, manières de le faire qu'on va voir. Troisième point, c'est un petit calcul que j'ai mis juste ici. Alors prenons l'exemple où on souhaite trouver 10 clients. Je vais te montrer concrètement avec les chiffres que 10 clients, c'est pas énorme. Si tu souhaites avoir 10 clients par mois, alors certaines activités, 10 clients par mois, c'est ingérable, hein. Un développeur, s'il a 10 clients par mois, c'est une catastrophe, il peut pas gérer. Mais parce que c'est des plus grosses missions, et cetera. Mais si on prend le cas d'un rédacteur, si on prend le cas d'un monteur vidéo ou autre, faire 10 montages, voilà, c'est quand même beaucoup plus atteignable. Donc 10 clients, pour ça, tu vas voir que c'est assez agressif, mais en réalité, c'est aussi ça en tant que freelance. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu trouves pas de clients, c'est que tu es pas assez agressif en prospection. Donc là, je t'ai pris un exemple. Si tu envoies 500 messages slash mails par mois, alors t'inquiète, 500 messages slash mails par mois, tu pas obligé, d'envoyer ce nombre de mails ou de messages tous les mois. Mais on reste sur un exemple, mais c'est pour te montrer un peu ce que ça peut donner. Si tu en as sur ces 500, 50, donc 10 qui sont intéressés. Donc ils sont intéressés et ils n'ont rien acheté ni rien chez toi. Mais ils sont intéressés, ils veulent en savoir plus, et cetera. Sur ces 50, tu vas les avoir en appel. Peut-être la moitié, peut-être la totalité. Là, j'ai pris l'exemple où tu as la totalité, imaginons en appel. Tu en convertis 20. Si tu en convertis 20, c'est pas mal, parce que ça te fait 10 clients. Tu as eu 50 personnes, tu as eu 10 personnes en appel, et surtout que tu en as sur ces intéressés-là, tu vois, ces 10 et ces 20 convertis. Ceux qui sont convertis, tu as des clients, ça va être sur le long terme. C'est-à-dire que cette étape-là, 500 messages et mails par mois, c'est qu'au début, je trouve qu'il faut être quand même assez agressif sur les emails, sur les messages, prospecter concrètement, y passer du temps, parce qu'il faut des clients. Mais en fait, après, tu as un fond de roulement, c'est-à-dire que tes clients que tu as déjà, il y en a beaucoup, ça va être sur la durée. Et ça, c'est ce que beaucoup de freelances ne voient pas, c'est-à-dire qu'ils se mettent sur une plateforme comme Malte, ils se mettent sur ComeUp, ils se mettent sur Upwork, même sur Crème de la Crème, etc., sur freelance.com, et en fait, ils attendent. Mais en fait, ça va être très compliqué en attendant, il va pas se passer des choses de dingue comme ça. Donc non, il faut aller les chercher, donc il faut envoyer des messages, il faut envoyer des mails, c'est hyper important. Surtout que sur les clients qu'on va convertir, bon, il y en a, ça sera pour une mission, mais il y en a beaucoup où ça sera sur du long terme et il suffit de pas d'avoir énormément de clients en freelance pour bien en vivre, donc c'est très important et ce petit calcul, ça permet de remettre, les choses, sur le point précis de la prospection. Maintenant, où et comment prospecter? Alors, tu vas avoir la prospection passive. Donc là, c'est notamment les plateformes de freelance. Donc Malte, freelance.com, ComeUp, ce type de plateforme. Alors ComeUp, c'est pas vraiment une plateforme. Enfin, c'est une plateforme de microservices.
Donc moi, je t'invite pas à utiliser cette plateforme si tu souhaites vraiment avoir une réelle activité de freelance. Après, tu peux, il y en a pour qui visiblement ça marche un peu, mais voilà, en tout cas, bref, les plateformes de freelance, c'est de la prospection passive. Donc là, tu peux créer un profil, le brander, le mettre dessus. Tu n'as plus rien à faire et peut-être que tu obtiendras quelques clients de temps en temps, mais c'est pas non plus folichon. C'est pas comme ça que tu obtiendras le plus de clients, mis à part sur certains profils très techniques. Un développeur, imaginons React.js, un développeur Python avec une spécialité sur une autre techno, bah, potentiellement, ça peut très bien marcher uniquement avec des plateformes de freelance. Mais en tout cas, sur toute la sphère du monde du freelance, avec toutes les activités qui existent, il ne faut pas compter que sur les plateformes. Après, on a LinkedIn, on a Instagram, YouTube, Mailing. Donc ça, c'est de la prospection active, où c'est nous qui allons chercher. Donc LinkedIn, on peut envoyer des messages. Instagram, on peut envoyer des messages. YouTube, on peut récupérer des emails directement dans le à propos des chaînes. Et Mailing, on envoie des mails. Donc moi, c'est la stratégie que je privilégie. C'est vraiment la prospection active via du mailing, via des messages directement. Ensuite, comment convertir par téléphone? Parce que les messages, en général, alors ça peut arriver qu'on convertisse directement par message. Moi, je préfère toujours avoir le prospect au téléphone. Donc, comment convertir par téléphone? Donc, avant d'essayer de convaincre un client en freelance, on a 4 étapes au total qu'il faut vraiment ne pas oublier, qui sont fondamentales. Quand je me suis lancé il y a 3 ans, je galérais sur certains de ces points, notamment le premier juste ici. Et en fait, si ce point-là, on galère, ça va être très compliqué de développer une activité qui fonctionne très bien. Donc ce premier point, c'est comprendre les besoins du client. Donc avant de commencer à parler de toi et tes services, écoute attentivement les besoins du client, demande-lui ce qu'il recherche, ce qu'il attend de toi et pose-lui toutes les questions nécessaires pour bien comprendre ses besoins. Moi, au début, quand je me suis lancé, j'avais tendance à monopoliser la parole. C'est-à-dire que j'avais mon prospect au téléphone et je lui demandais rapidement un petit peu, qu'est-ce qu'il recherchait et après je disais: «Oui, bah, moi j'ai fait ça, je peux vous faire ça, il y a aussi cet élément-là, là, là». Et en fait, je monopolisais la parole et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire que maintenant, enfin, c'est ce que je fais, mais c'est aussi ce que j'invite à faire, parce que ça fait toute la différence, c'est qu'il faut que tu passes 80 de ton temps à écouter, 20 à parler, concrètement. Donc tu as un prospect au téléphone, finalement, il doit parler. Voilà, tu dois le laisser déballer et de toute façon, si tu parles pas, il va combler les blancs. Donc il va parler et au-delà de ça, quand tu parles, tu poses des questions pour avoir plus d'informations et pouvoir encore mieux comprendre son besoin. Pourquoi? Parce que derrière, on va créer une offre irrésistible. Et cette offre, si on veut qu'elle soit irrésistible, il faut qu'elle corresponde déjà parfaitement aux besoins et aux attentes de nos prospects et à ce qu'ils recherchent concrètement. Donc pour ça, il faut vraiment écouter. Moi, dans mon cas, je monopolisais vraiment la parole avant, donc quand je me suis lancé, ce qui fait qu'au niveau du besoin du prospect, c'était pas très clair. Donc quand je présentais mon offre, bah, c'était pas très pertinent parce que ça correspondait pas parfaitement. Donc le taux de closing, enfin de vente était assez faible par rapport au nombre de prospects au téléphone. Donc pour éviter ça, l'écoute, c'est fondamental et surtout, c'est hyper agréable pour un client, pour un prospect, lorsqu'il appelle, imaginons un freelance, une agence ou autre, de se sentir écouté. C'est-à-dire oui, alors oui, j'ai besoin de ça, en fait, j'ai ce souci là-dessus, et nous on est là. Voilà, on est là et tu prends note, différentes informations, tout ce qui te semble pertinent, afin de pouvoir ensuite créer vraiment une offre qui corresponde parfaitement à ses besoins. Deuxième élément juste ici, montre ton expertise. Donc ça vient après. Une fois que tu as compris, alors moi j'ai un petit vous ici, que tu as compris les besoins du client, montre que tu es compétent et capable de répondre à ses attentes. Donc présente tes compétences, tes réalisations passées et les projets similaires que tu as réalisés. Alors si tu te lances, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas réellement de mission que tu as réalisée avant, donc de plusieurs choses que tu pourrais montrer pour prouver ton expertise. C'est pas grave, mais tu as très certainement par contre des choses personnelles que tu as fait seul ou tu n'as pas été payé, c'est des projets perso. Ça s'indique. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, non, mais ça, j'ai pas été payé, je l'ai fait de mon côté tranquillement. Ça a une valeur, encore une fois. Donc ça, il faut l'indiquer. C'est important. Ça permet, encore une fois, de faire en sorte d'avoir un prospect qui puisse se rendre compte qu'on est compétent pour réaliser telle ou telle mission. Si je prends le cas d'un développeur, imaginons, c'est un développeur d'applications mobiles. Peut-être qu'il a jamais fait d'application mobile pour un client, donc il a jamais été payé. Par contre, il avait développé une application de son côté. Ça a vraiment une valeur, ça. Donc, très important. Troisième élément juste ici, être clair sur l'investissement et les délais. Le client veut savoir combien cela va lui coûter et combien de temps cela prendra. Alors ça aussi, c'est fondamental. C'est ce mot que tu vois ici, l'investissement. On va éviter avec un prospect de parler directement de prix. Le prix, c'est 500 euros. Le prix, c'est 1500 euros. Le prix, c'est 4000 euros.
On va plutôt changer ce mot prix par investissement. L'investissement, c'est 500 euros. L'investissement, c'est 1000 euros. L'investissement, c'est 4000 euros. C'est 10 000 euros. Mais on parle d'investissement. Pourquoi? Parce qu'en face, très souvent, bah, on a une entreprise et qui pense en retour sur investissement. C'est-à-dire que eux, en fait, si ils mettent cet argent-là, c'est parce qu'ils veulent un retour sur investissement. Donc parlons d'investissement, arrêtons de parler de prix. Et d'ailleurs, tu le verras, j'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, tu as pas mal de sites internet où tu verras que tous les boutons d'achat, il n'y a jamais marqué acheter. Il y a toujours marqué commander maintenant. Si c'est, un abonnement, souscrire maintenant. Va sur Netflix, tu verras, il y a pas le bouton acheter, même sur plein de sites. Rejoindre maintenant, s'abonner maintenant, mais on n'utilise pas le mot acheter pour une raison simple, c'est qu'en tant qu'humain, on n'aime pas acheter et donc on favorise l'investissement. L'investissement, on est prêt à investir, on veut du retour sur investissement, mais on n'est pas, là pour payer le prix. Non, on veut investir. Donc on parle d'investissement, très, très important. Donc quand tu annonces un prix, évite de dire: «Bon, bah, le prix, c'est 700 euros. Tu peux dire: «L'investissement est de 700 euros. Et là, on parle d'investissement et la personne directement, elle va tilter: «OK, ouais, j'investis 700, OK, donc là, mon retour sur investissement potentiellement là». Tandis que le prix 700 euros, ouh, ce prix 700 euros, ça me paraît cher. Est-ce que je pourrais pas trouver moins cher ailleurs? Si on parle d'investissement, directement, il dit: «Bon, bah, en fait, c'est un investissement. Donc en réalité, je vais avoir un retour sur investissement». Tu vois, c'est des petits éléments, mais qui font une grosse différence. 4e élément juste ici qu'on va avoir, c'est avoir une attitude professionnelle. Donc poli, courtois, pro dans toutes les communications avec le client. Donc à ce niveau-là, voilà, il y a pas grand-chose, à dire, hein. Sois naturel, voilà, sois vraiment naturel sur ce point précis. Tu peux tutoyer, vous voyez, donc là ça dépend du prospect. Tu peux demander, hein, d'ailleurs au prospect si tu vois que la voix c'est quelqu'un d'assez jeune, bah, tu peux aussi dire: «Est-ce qu'on peut se tutoyer?» La personne te dit oui, non, en général il va te dire oui et voilà par rapport à ça. Maintenant, l'objection principale et les réponses efficaces quand un client te dit: «C'est trop cher», parce que c'est l'objection que tu vas retrouver le plus. Après, tu en as d'autres bien entendu, mais c'est quand même, l'une des principales. Première chose, demande ce qu'il veut dire par «c'est trop cher», par rapport à quoi? En fait, quand tu as un client qui va te dire: «C'est trop cher», le but, c'est pas que la conversation s'arrête là. «C'est trop cher? Ah ben dommage. Bah, dommage, ouais, c'est dommage que sur le prix ça passe pas donc bonne journée, bonne continuation». Non, non, non. Il faut se dire: «OK, le client me dit: «C'est trop cher». Objection. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir répondre à cette objection et trouver des solutions. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'appel, on travaille ensemble, coûte que coûte. Bien entendu, c'est toujours de respecter certains de nos tarifs, et cetera, mais à la fin, l'objectif, c'est qu'on travaille ensemble. Donc il faut que j'ai toutes les informations, notamment pourquoi il trouve que c'est trop cher. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut dire par trop cher par rapport à quoi? Pareil, là, tu le laisses déballer. Il va dire: «Bah, c'est trop cher parce que moi, j'avais trouvé un autre freelance, qui était moins cher» ou «Bah, je pensais que ça coûtait un peu moins cher, j'avais pas prévu ce budget» et cetera. Imaginons, ils te disent ça. Bah, tu vas pouvoir utiliser ce deuxième élément. Demande quel tarif conviendrait. Tu coupes la poire en 2 et tu trouves une solution. Quel tarif vous conviendrait? Et là, en fait, il est dans cette situation où c'est lui qui définit le tarif, d'une certaine manière. Alors bien entendu, hein, tu vas pouvoir après l'augmenter, mais en tout cas, tu trouves une solution. Et c'est vraiment ça. Ton job en tant que freelance, tu es entrepreneur, entrepreneuse, il faut que tu trouves des solutions. Et donc trouver des solutions, c'est pouvoir poser des questions pour obtenir des réponses de par un prospect, de par un client, et ensuite argumenter avec lui, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc demander quel tarif conviendrait, ça c'est vraiment une stratégie que tu peux utiliser qui est très intéressante et en général, tu verras le prospect va dire: «Ah bah, en fait, ouais, niveau tarif, moi du coup, peut-être plus là-dessus, là-dessus» et qui sait, bah, en fait, ça rentre dans nos tarifs. On se dira: «Ah ouais, ça rentre dans nos tarifs» ou qui sait, ça rentrera pas et donc là, on verra avec lui comment on peut organiser les choses, notamment à travers ces 3 éléments qu'on va voir ici. Troisième point, mets le retour sur investissement en avant, en demandant si c'est le prix ou l'investissement qui pose problème. Comme tu vois, je te reparle d'investissement. Pourquoi? Parce que franchement, je l'ai vu en 3 ans, ça a beaucoup changé mon business. Je parle d'investissement, je ne parle plus de prix avec les prospects, que j'ai en freelance. Donc ça, c'est vraiment important. Demander si c'est le prix ou l'investissement qui pose problème. Et là, en fait, il va distinguer un peu les 2. Il va se dire: «Ah oui, effectivement, en fait, c'est pas le prix, c'est un investissement» et donc c'est très, très important. Tu peux utiliser cette solution aujourd'hui pour trouver aussi des réponses, à cette problématique du «c'est trop cher». C'est mettre le retour sur investissement en avant, soit à travers des clients ou soit directement de cette manière. Est-ce que c'est le prix ou l'investissement qui pose problème? Pareil, il va te répondre et tu verras que souvent, lorsque tu poses cette question, la personne bloque un peu. Tu verras que tu auras un petit temps de réponse plus long que sur les précédentes. Pourquoi? Parce que la personne va réfléchir. Prix, investissement, ah oui, c'est vrai, c'est un investissement. Quatrième élément juste ici qu'on va avoir, demande ce que le prospect voudrait enlever de la prestation pour qu'elle rentre dans son budget. Pareil, orienter solution. D'accord, vous trouvez que l'investissement est un peu élevé. Encore une fois, le prix n'est pas élevé, l'investissement est un peu élevé.
Est-ce que vous voudrez plutôt enlever certains éléments de la prestation pour qu'elle rentre dans votre budget? Ou quel élément directement? Être plutôt sur un ton, «OK, bah, pas de souci, on va trouver un élément qu'on peut enlever». Quel élément de la prestation qu'on peut enlever pour que ça rentre dans votre budget? Pareil, il va dire: «Bah, peut-être j'ai pas besoin de ça, ça non plus, ça m'intéresse pas». On baisse petit à petit. 5e élément juste ici, utiliser le silence pour que le client se justifie naturellement. Ça aussi, le silence, c'est vraiment une arme qui est redoutable parce qu'en tant qu'humain, on n'aime pas le silence au téléphone. On n'aime pas quand finalement il se passe rien. Et donc, très souvent, le prospect va combler le silence. Il va parler, il va déballer, il va nous donner plus d'informations. Donc ça, c'est vraiment les éléments à utiliser. Au niveau de l'objection, c'est trop cher. Tu as d'autres objections, bien entendu. Là, je voulais te faire une vidéo assez rapide avec déjà des informations que tu peux utiliser. Pareil, tu as vu, avant de convaincre un client freelance, il y a plusieurs étapes. Et on a vu aussi ici pas mal d'autres points qu'il faut que tu prennes en considération. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si c'est le cas à liker, à mettre un commentaire si tu as la moindre question. Et comme je t'ai dit, je te mets en description ma masterclass gratuite sur le freelance où tu as pas mal d'informations au niveau des stratégies que tu peux utiliser pour développer concrètement ton activité et multiplier ton chiffre d'affaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.